Donc maintenant, je vous propose qu'on laisse réagir Séverine Loureiro, qui est fondatrice d'une agence de conseil spécialisée en expérience collaborateur, et Véronique Montama, directrice marketing et communication chez Sopra HR Software. Séverine, si tu m'entends, je te propose de commencer dans un premier temps, de partager ton avis et ton point de vue par rapport aux outils qui viennent de nous être présentés. Merci Alexandre et Romain pour leur présentation. C'était rapide, on avait envie d'en avoir plus, mais c'est le jeu, on s'y prête tous. Déjà, je suis hyper contente d'entendre que vos plateformes, elles sont plus globalisantes que l'idée qu'on a pu avoir ces dernières années sur l'onboarding pour qui, dans beaucoup d'entreprises, l'onboarding était synonyme d'accueil, de jour J. Et en fait, on est un peu sorti de cette vision-là, et ça fait plaisir à mon petit cœur. Donc là, on est plus sur effectivement la prise en compte dès l'amont et dès le pré-onboarding, comme on l'appelle. Moi, j'ai tendance à dire que l'onboarding, en fait, il doit commencer au moment où on dit oui. On me propose le poste, moi je dis OK, j'accepte, et à partir de là, l'onboarding il doit commencer. Ça lance le top pour éviter cette fameuse zone blanche qui pouvait durer des mois. Si un cadre a 3 mois de préavis dans sa boîte, 3 mois sans son, sans image de la part de l'entreprise, c'était fatal. Moi, j'ai fait beaucoup de recrutement quand j'ai commencé, et les lapins posés par les candidats qu'on attendait lundi à 9h et qui, en fait, pendant les 3 mois, ont eu le temps de faire plein d'autres entretiens et d'être débauchés ailleurs. Voilà, ça nous faisait pleurer. Donc là, cette phase de pré-boarding, elle sert à ça. Elle sert effectivement, tu l'as bien dit, Alexandre, et c'était aussi en filigrane dans le discours de Romain. Elle sert à intégrer avant d'intégrer, à engager avant d'avoir accueilli. Et ça, c'est une excellente bonne pratique. Alors moi, j'ai quelques questions. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'on attend de moi, mais j'ai des questions. J'ai toujours des questions. Je veux toujours savoir pourquoi. Je vous ai entendu parler de plateformes complètement personnalisables. Et toi, Alexandre, tu nous as dit que c'était, il y avait la partie socle, et puis auquel on pouvait ajouter des spécificités. Que les spécificités, dans ce que tu as cité, tu as parlé du type du métier, du type de contrat, de la localisation géographique, etc. Véronique, qui fait du marketing, sera peut-être alignée avec moi. Je ne veux pas parler pour elle, mais moi, quand on me dit personnalisation, j'entends plutôt personnalisation à une cible en fonction de ses attentes, en fonction de son vécu, en fonction de ce qu'elle a envie de ses freins, de ce qui la motive, etc. Est-ce que vous, dans vos expériences de déploiement au sein d'entreprises, vous avez constaté des personnalisations qui vont jusque-là? C'est-à-dire que si moi, j'avais à utiliser une de vos plateformes aujourd'hui, très clairement, je la détournerais là-dessus. Je ne ferais pas de la personnalisation par contrat, je pense pas. Enfin, si, sans doute, mais très à la marge. J'essaierais plutôt de faire des clusters et de comprendre mes cibles. Est-ce que ça, vous le voyez en entreprise, ce type d'utilisation de vos parcours? Oui, en effet. Le constat quand même dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est que elles partent d'assez loin en fait sur ces sujets-là. Donc il faut attaquer le sujet par un angle, et l'angle le plus rapide à mettre en œuvre, c'est principalement justement de partir sur cette vision un peu en entonnoir, et donc du coup de se dire parcours socle. Et après, évidemment, à terme, l'objectif c'est de faire en sorte d'avoir un parcours qui soit personnalisé, non pas par juste des tags qu'on va mettre sur un collaborateur, mais sur son vécu et sur sa personnalité. Donc là-dessus, nous on le traduit par le fait que le collaborateur, en fait, il peut lui dans la plateforme remonter des choses sur des éléments du parcours dans lesquels peut-être il se sent un peu plus à l'aise, et d'autres sur lesquels il se sent moins. Et donc Ouais. après, le manager et le RH peuvent réajuster les dimensions du parcours. Mais Ok. c'est vrai que le constat de base dans la plupart de nos interlocuteurs font que on commence déjà au moins par ce parcours socle et c'est ce premier niveau de personnalisation pour arriver à quelque chose de au moins live sous une échelle de temps convenable. Ouais. Mais justement, sur la partie feedback, alors je ne sais pas si Romain voudra ajouter quelque chose, mais Romain tout à l'heure nous parlait de rapport d'étonnement. Ouais. Ouais. Est-ce que y a d'autres possibilités aussi pour la recrue de faire des remontées de feedback, peut-être là-dessus je me sens pas à l'aise, telle partie de mon parcours est pas intégrée, de faire des remontées autres que le rapport d'étonnement de la fin? Alors oui,
Alors déjà, je voulais souligner, dire à quel point je suis d'accord avec ce qu'a dit Alexandre en première partie de réponse. Je pense qu'aujourd'hui, les plateformes qui existent, notamment la nôtre, elles permettent de faire beaucoup de choses et d'arriver à un niveau de granularité vraiment très très fin dans l'accompagnement et dans la personnalisation des parcours, mais que nos clients ils partent de loin. Et donc, c'est souvent un frein que de vouloir démarrer dès le début avec pléthore de parcours pour être vraiment hyper personnalisé et aller au plus proche des attentes de chacun. Ça, c'est du wishful thinking. Il vaut mieux, en général, partir sur un ou deux ou trois parcours. C'est sûr qu'a priori, on ne va pas avoir exactement le même parcours si on est un opérationnel ou un non opérationnel, même s'il y a des socles, culture d'entreprise, etc., qui sont communs. Maintenant, oui, bien sûr que c'est possible, et nous, on encourage beaucoup nos clients à sonder les collaborateurs. D'une part, tout simplement parce que le fait de te demander ce que tu as pensé d'eux, ce que tu ressens d'eux, ce qui te manque ici, c'est donner de la considération. Et c'est vrai qu'en tant que du point de vue de l'expérience collaborateur, c'est hyper important. J'ai pas encore rejoint la boîte qu'on me demande déjà ce que j'ai pensé du parcours de recrutement. Par exemple, mais des rapports d'étonnement, il peut y en avoir tout au long. De la même manière, ce qui est très important aussi, c'est, et ça c'est vraiment une bonne pratique, on pousse tous nos clients à le mettre en place, c'est ce qu'on appelle des check-in. On a une fonctionnalité, nous, qui est une fonctionnalité if, then. En fonction du rapport de réponses données à certaines questions par un collaborateur, on va pouvoir déclencher un certain nombre d'actions directement. Et notamment le check-in, au bout d'une semaine, j'envoie une petite communication à la nouvelle recrue. Voilà, Séverine, ça fait une semaine que tu nous as rejoints. Merci de nous dire en 3 phrases comment ça s'est passé, de noter de 1 à 5 ce qui s'est passé. Voilà, comment s'est passée ta première semaine. Si j'ai sur 5, si je l'ai noté la première semaine 1, 2 ou 3 sur 5, bref, tout ce qui est en dessous de 4, on peut mettre en place tout simplement une alerte qui part au manager avec un module pour une prise de rendez-vous déjà pré-rempli et pour ne pas laisser un problème s'installer. Donc la personnalisation, ça peut être aussi simple que ça, mais c'est hyper important. Après, on peut aller beaucoup plus loin dans le if, then, sur la façon dont on va utiliser les informations soumises par le collaborateur. Merci beaucoup, Romain. Du coup, Véronique, je te propose également de nous partager ton point de vue en tant qu'experte sur le sujet. Très bien. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Écoutez, merci déjà à Romain et Alexandre pour votre exposé qui est vraiment super. Ce que je voulais partager avec vous, c'est deux observations. Premièrement, vous avez parlé donc du onboarding, offboarding, preboarding, etc. Donc, qui sont finalement des termes que l'on utilise aujourd'hui pour qualifier des actions qui sont somme toute des actions normales et naturelles que tous les DRH ont toujours fait dans toute leur vie. Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui en fait par rapport à finalement la transformation digitale et aux outils qui sont maintenant disponibles? C'est que ces métiers qui sont des métiers naturels en fait et des tâches naturelles de tout DRH sont maintenant structurés. Il y a des solutions qui sont pensées pour pouvoir permettre aux DRH d'être meilleurs dans la qualité d'accueil, dans la qualité de la relation aux clients qui sont finalement des collaborateurs, des futurs collaborateurs. Et donc là, me semble-t-il aujourd'hui, on approche une transformation du métier des DRH qui s'oriente vers des métiers plutôt de communication RH, de marketing RH, puisqu'on parle de cibles, de messages ciblés, de personnalisation de parcours. Donc on est en train d'utiliser exactement les mêmes canaux de travail d'un parcours client qu'on applique maintenant par symétrie à un parcours d'un collaborateur ou d'un candidat. Donc, on est vraiment sur, je pense, exactement la même façon de travailler que ce que font toutes les entreprises aujourd'hui et de façon très professionnelle. On est simplement en train d'appliquer des produits, des processus, des solutions et une offre de services nouvelle pour permettre en fait de personnaliser au mieux, d'individualiser au mieux le parcours et l'accueil de chaque collaborateur. Donc ça, je dirais que c'est vraiment ce qui change aujourd'hui, c'est la technologie maintenant qui est au service, qui permet en fait d'être utilisée parce que chacun a un téléphone portable. On entendait
tout à l'heure Alexandre ou Romain, je ne sais plus, qui disait, moi je travaille avec des SMS parce que c'est ma façon d'approcher en fait mon candidat. Alors en fait, ce qui a changé, c'est seulement maintenant, on a tous accessible une technologie qui est maintenant utilisée par les DRH pour pouvoir mieux développer son service, tout simplement. Et ça, effectivement, c'est tout simple, mais ça change énormément de choses et ça change le métier du DRH. Et on voit bien aujourd'hui, et sûrement Romain Alexandre, vous êtes au cœur des rencontres avec les DRH et vous êtes bien aujourd'hui sur des niveaux de discussion et d'appropriation de nouveaux métiers et de nouvelles solutions à mettre en place dans les entreprises. Donc ces transformations qui sont majeures, nous on les observe parce qu'on est chez Sopra HR un acteur historique. Romain en a parlé du SIRH, hein, c'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de faire de la gestion administrative, de la paye. Donc on est sur des applications core système qui, comment dirais-je, garantissent un socle de connaissances commun d'un collaborateur pour pouvoir faire sa paye, tout simplement sa paye, sa déclaration. Et donc, on va quelque part utiliser des données qui sont des données de référence pour les entreprises. Et donc, aujourd'hui, et ça j'aborde avec vous maintenant, si vous voulez, mon deuxième point que je voulais échanger avec vous. Le deuxième point, c'est toute la partie gouvernance du SIRH qui est sous-tendue en fait pour permettre en fait l'accueil de ces nouvelles solutions offertes par toutes ces applications SaaS et qui permet aujourd'hui de pouvoir maîtriser un système d'information RH qui devient étendu, qui devient pour moi hybride et à la fois hétérogène. Donc c'est une nouvelle façon d'aborder un SIRH qui s'ouvre vers un écosystème RH qui va permettre aux fonctions RH de pouvoir offrir beaucoup plus de services de façon agile, à la fois aux candidats, aux collaborateurs et voilà, à tout l'écosystème en fait d'une fonction RH. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'aborder une nouvelle façon de gérer les systèmes d'information RH avec beaucoup de complexité derrière, hein, parce que vous avez aussi dans vos discours un discours technique, hein, beaucoup de complexité pour pouvoir être capable de maîtriser des référentiels de données, de maîtriser le cycle de vie de l'information, la traçabilité, qui, quoi, quand, comment a mis en place, a changé une information. Et c'est, me semble-t-il, et j'en terminerai, l'enjeu des prochaines années, d'arriver à maîtriser l'urbanisation du système d'information RH à travers des API management. Merci Voilà. beaucoup à tous les quatre pour vos échanges. Oui, c'est ça. Du coup, pendant vos échanges, on a eu quelques questions que je vais vous poser maintenant. Donc, question de Aude Amarurtu, si je ne me trompe pas. Alors, elle nous dit, je trouve parfois qu'il est difficile de faire la différence entre les différentes solutions d'onboarding. Sur quels aspects les RH doivent-ils s'appuyer pour faire leur choix de solution? Alors, est-ce que quelqu'un se sent de répondre à Aude? On m'entend là? Oui, on t'entend. D'accord. C'est en même temps, c'est pas évident pour moi d'y répondre. Je ne sais pas si Alexandre serait mieux placé pour y répondre. Je pense qu'il y a évidemment des socles communs. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu nouvelles encore aujourd'hui, qui sont vraiment acquises pour nous. On parle de l'importance du pré-boarding, on parle de la prépondérance de l'expérience collaborateur, de la notion d'engagement collaborateur. Effectivement, je pense que c'est des choses qu'on va retrouver différemment retranscrites, mais globalement quand même partagées par l'ensemble des plateformes. Après, que ce soit pour l'onboarding ou pour toute autre solution SIRH ou SI tout court, je pense que aujourd'hui on est régulièrement mis en compétition. Chaque employeur a des prérogatives, a des points de douleur, des pains, comme on dit, spécifiques, et c'est à la lumière de ces douleurs-là, de ces problématiques, que au travers d'une consultation, en consultant 2, 3, 4, parfois plus même solutions, qui vont pouvoir faire leur choix. Moi, ce qui me semble le plus important, vraiment, c'est de dire que le
le système d'onboarding, la plateforme d'onboarding, ça va être le premier, si on exclut la partie recrutement, ça va être le premier point de contact digital avec ma nouvelle boîte. Moi, il me semble que ça doit donner la tonalité. Il est important que cette plateforme, elle donne la tonalité qu'on veut donner dans la relation qu'on veut initier avec le collaborateur. Et c'est pour ça que la simplicité d'usage et le fait de proposer des usages qui sont les plus proches de nos usages digitaux du quotidien, pour moi, c'est ce qui me semble le plus important. Ok, merci beaucoup Romain. Est-ce que quelqu'un d'autre peut réagir à cette question? Une question suivante. Ah oui, allez-y. Ouais, il y a un décalage avec mon son. Moi, je crois qu'il y a un point qui est important aussi dans le choix, c'est de s'assurer que la plateforme ce soit pas juste une plateforme push d'information. Il faut pas que ce soit juste un moyen de communiquer avec la recrue en lui semaine 1, voilà nos valeurs, semaine 2, quiz sur nos valeurs, semaine 3, voilà notre mission, semaine 4, quiz sur nos missions. Voilà, il ne faut pas que ce soit juste comme ça du push d'infos, mais que l'objectif de la plateforme, ce soit vraiment de préparer à l'autonomisation la plus rapide, le fait de rendre opérationnel sur son poste le plus rapidement possible le nouveau. Voilà, ça doit être ça l'objectif, parce que sinon, avec un mail, avec un Slack, avec un WhatsApp, on lui envoie de l'info à la nouvelle recrue. Donc là, effectivement, c'est tout centralisé, c'est super, mais si c'est juste pour faire du push d'infos, c'est un budget conséquent qui est peut-être pas nécessaire. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête cet objectif la plateforme doit permettre l'enjeu, c'est de le rendre autonome et opérationnel le plus rapidement possible sur son poste et à l'aise en fait. Ok, merci beaucoup Séverine. Peut-être dernière question pour finir, donc question d'Anne-Charlotte Martin. Comment les nouveaux collaborateurs réagissent à un pré-boarding? Ce n'est pas quelque chose de très habituel. Peut-être Alexandre ou je vais rebondir là-dessus. Ouais, ça marche. Alors, la phase de pré-boarding, en fait, c'est une phase qui est, nous, sur les points de questions qu'on a pu poser aux nouvelles recrues, c'est des phases sur lesquelles justement ils s'attendent à avoir de la communication de la part de l'entreprise et d'avoir un lien avec soit le management ou soit avec l'entreprise en général. Donc c'est contrairement à la question qui vient d'être posée, je pense que la tendance est plutôt justement à l'envie de communication, sans que ce soit non plus un trop. Hein. Il faut que ce soit raisonné en termes de quantité de discussion, d'échanges, etc. Mais en tout cas, les collaborateurs sont en attente de ça aujourd'hui. Ça peut se matérialiser de différentes manières. Soit c'est, par exemple, voilà, mon collègue Romain disait qu'il pouvait envoyer un SMS à la recrue. Voilà, nous aussi, c'est une bonne pratique qu'on va pousser de la part du manager pour faire en sorte de montrer en fait que la personne elle est attendue. Par contre, toute la partie contenu, toute la partie engagement avant l'arrivée, ça reste du facultatif, de la mise à disposition d'informations, puisque encore une fois, on ne peut pas forcer un collaborateur à travailler ou en tout cas à être dans son univers professionnel avant même d'arriver. Et puis après, voilà, ça fait partie peut-être d'une tendance, c'est-à-dire que je sais que les plus jeunes générations sont plutôt en attente de ça de manière même plus forte que ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, après c'est juste une histoire je pense, de transition et on est en train d'évoluer de plus en plus vers justement ce pré-boarding aujourd'hui dans les entreprises. Encore quelques années, ça n'existait pas. Et même chose pour le onboarding, même si Véronique, vous disiez qu'on intègre depuis pas mal d'années. Je suis d'accord avec vous, c'était le cas. Et c'est juste que le digital a permis d'apporter justement cette simplicité dans la mise en place d'un parcours qu'on ne pouvait pas se permettre avant parce qu'on n'avait pas forcément le temps de gérer un niveau entreprise de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de collaborateurs. Ok, merci beaucoup Alexandre pour ta réaction. Du coup, il est 15h55, c'est la fin de notre atelier. Écoutez, je vous remercie tous pour votre participation et puis pour vos réactions. Peut-être trois points qu'on retiendra de l'ensemble de ces échanges. Donc aujourd'hui, des outils qui sont faits pour
faciliter le milieu opérationnel, mais notamment pour engager et puis faire émerger le sentiment d'appartenance de chacun des nouveaux collaborateurs et de réagir au plus près d'eux, avec notamment des outils comme les SMS, vous l'avez répété plusieurs fois, et puis aussi initier les managers et puis les ressources humaines qui sont aussi qui font partie intégrante des parcours d'onboarding aujourd'hui.